En réalité, j'ai pas le sentiment de l'avoir choisi, parce qu'en fait, le scénario et le film est issu de récits familiaux qui m'ont été transmis par la famille de ma mère, qui est donc une famille issue des Alpes, et de génération en génération d'institutrices et d'instituteurs qui allaient hiverner, c'est-à-dire pour leur premier poste, partaient là où personne ne voulait aller, dans les petites écoles, ou dans les écoles les plus reculées des Alpes. Et donc c'est depuis l'adolescence, j'ai ce film en tête, et des récits qu'on m'a transmis, écrits et oraux. Et du coup, j'ai pas tellement conscientisé la difficulté du film d'époque. Je me disais, il y a un décor, 14 personnages, ça va être ça. En fait, ça l'était pas vraiment, mais voilà. It was not really a conscious decision to make a period piece as a first feature. It's based on a lot of family stories that I heard that I was told from my mom's side. Generations of school teachers who work mostly in the Alps, very remote places where no one else would go and teach. And I based the film on a lot of oral and written stories that I collected over the years. Since I was a teenager, I had this idea in my head, and I was quite unaware of the difficulties. It seemed very simple on paper, but actually it was not. Et donc, est-ce que ça signifie que le scénario a été construit à partir de ce qu'on t'a transmis oralement, ce qu'on t'a raconté? Est-ce qu'il y avait d'autres objets, je sais pas, des carnets, des choses que tu as utilisées pour l'écrire? So you built the scripts on the stories that you heard, but did you use any other material? Oui, principalement deux documents. Un qui a été écrit en 1922 par une certaine Aînée, comme dans le film, pour la revue de géographie alpine. Donc c'était une institutrice qui prenait son premier poste dans un petit village d'hiver. Et on lui a demandé de faire un récit anthropologique de toutes les observations qu'elle faisait dans ce village. Donc elle raconte les avalanches continuelles qui coupent le village du monde. Et notamment, elle raconte que comme le soleil est bas, il passe derrière les montagnes, le seul moment où il passe de la journée et il vient éclairer le paysage, c'est à ce moment-là que les hommes du village viennent s'étendre et viennent écouter le soleil, comme il disait, pour prendre la chaleur. Et en fait, ça, c'était une image qui m'est restée en tête. Imaginez cette jeune femme, cette pulsion scopique à regarder ces hommes avec la neige autour qui reflète la lumière, donc une image un peu magique. Et l'autre, c'est mon grand-père qui, pareil, nourrit toutes ces histoires, avait écrit une nouvelle, il écrivait des nouvelles à compte d'auteur qui nous distribuait à nous, à sa famille. Et il y en a une qui s'appelle La bière sur le toit. Pareil, c'est une institutrice dans un village de haute montagne. Et le vieux du village, le doyen, meurt. Et on lui met le cercueil sur le toit de l'école en lui disant que c'est pour qu'il puisse être accompagné par les jeux et les rires des enfants jusqu'au printemps, parce que le sol est gelé, on ne peut pas l'enterrer, et cauchemar. Donc ça, c'était aussi une image très forte qui m'a donné envie de faire le film, imaginer une petite maison dans l'immensité blanche avec un cercueil sur le toit. Voilà un peu les deux images de départ. So yeah, there are two other documents that I used as material for the film. One is a text from 1922 by this school teacher named Image, it's like a protagonist in my film. She wrote for the Alpine Geographic Review a text that's mostly anthropological notes and observations on life as it unfolded in the village in which she was living. And she writes a lot about how the village is often cut from the rest of the world by a series of avalanches, and the fact that the sun is always pretty low because we're in high altitude, and so there's a specific moment in the day where the men lay and they listen to the sun, according to her words, and to try to capture the sun. And I thought that was a quite striking image that would trigger a sense of sensory overload for the character who wants to see these men looking at the sun and the snow. The other document that I used for the film is a short story written by my grandfather, which he published himself. We printed and passed it around in the family. It's a short story set in a village, and the dean of that village dies at one point, and they set the coffin on the roof of the house because the ground is too frozen for them to bury him. And so I have this image that's like nightmare generating of the coffin set on the roof of this little house. Alors ce personnage d'institutrice
qui est envoyé dans un village des montagnes pour aller transmettre les valeurs de la République, sonne évidemment de manière très contemporaine aujourd'hui. Déjà, et aussi parce que le film est situé, je crois, tu as choisi la date de 1899, l'entrée dans le XXe siècle. Alors, d'un côté, d'un point de vue purement cinématographique, l'arrivée de l'inconnu comme ça dans un village reculé, ça reprend un peu les codes du western. Et puis par la mission même du personnage, ça peut faire penser à des films comme L'homme qui tue à Liberty Valence, on vient instaurer l'état de droit, la loi, etc. Donc la question est double, c'est d'une part, est-ce que tu avais envie de jouer déjà avec ces codes, et d'autre part, peut-être plus politiquement, qu'est-ce que tu avais envie de faire de ce personnage? So your protagonist is a school teacher who is sent in this town to share the values of the Republic and set the film in 1899 at the turn of the century. And the film uses this trope of the newcomer who arrives in this remote town, a code that we see a lot in Western films. We think of movies like The Man Who Shot Liberty Valance and the way this guy comes in and tries to set a set of laws. So I have two questions. Did you intentionally try to play with these codes at all? And also, politically, what was the intent behind that? Oui, tout à fait. C'est vrai que j'aime beaucoup le western, la situation dramatique du western. Il y a un western que moi j'adore de André de Toth qui date des années 50, qui s'appelle Days of the Outlaw ou Day of the Outlaws, je ne sais plus, c'est la chevauchée des vanilles. Où ça se passe dans un petit village, un tout petit hameau des Appalaches en Amérique. Et voilà, c'est un huis clos des grands espaces qui m'a beaucoup inspirée parce que comme il fait froid, ben, c'est un western au ralenti. Toutes les actions sont ralenties par le froid. Donc bien sûr, l'idée de l'étrangère qui arrive dans un village hostile et qui va devoir s'imposer, c'était la situation vraiment de base narrative du western qui était très excitante à développer pour le film. Et ensuite, sur la confrontation des deux systèmes de pensée, c'est vrai que ça m'intéressait beaucoup l'idée d'un personnage qui pense tout savoir, qui a beaucoup de théories, qui pense être du côté du bien, et de créer un personnage complexe qui peut être aussi suffisant, se tromper, et que voilà, il vient évangéliser, conquérir, civiliser ce territoire. Là, c'est à partir de 1880, en France, l'école publique devient obligatoire, donc on en ouvre dans les contrées les plus reculées. Et voilà, elle pense arriver au pays de l'ignorance, et c'était important pour moi voilà, que leurs deux façons de voir le monde se confrontent, et qu'elle essaie aussi de s'adapter